il y a quand même des endroits où juste attendre le train, bah c'est déjà un voyage. Pour les amoureux du chemin de fer, l'Inde, c'est un terrain de jeu fantastique. Il y a ici plus de 64 000 km de rails. Un vrai garde-barrière avec une vraie manivelle, j'adore. Et surtout, tous les jours, 13 millions d'Indiens qui prennent le train. Donc pour aller à la rencontre des Indiens et découvrir un peu de pays, je vais partir de Bombay pour aller dans le sud de l'Inde en train. C'est parti. Bombay, ou Mumbai, c'est ici qu'a commencé la grande histoire du chemin de fer en Inde. C'était il y a plus d'un siècle et demi. Pour moi aussi, c'est le début de l'aventure. Bombay est devenue la ville de tous les extrêmes. Ici, d'immenses fortunes côtoient la plus grande pauvreté. L'espoir de réussir, d'améliorer sa vie, attire des millions d'Indiens dans une capitale économique qui ne cesse de grossir, de grandir, de se transformer. Bombay change, Bombay fait et défait les rêves. On parle du boom économique de Bombay, des buildings qui poussent partout. Regardez comme ils sont construits. Avec des gars qui sont accrochés à des échafaudages en bois, on dirait des pauvres échafaudages, sur lesquels il n'y a même pas une planche. Vous marchez tranquille. Ils sont courageux, les gars. Bombay est la ville la plus peuplée d'un des pays les plus peuplés du monde. Le trafic est infernal, alors pour se déplacer, il faut s'accrocher. Alors là, l'air de rien, je me dirige quand même vers un lieu culte. C'est un monument qui fait rêver tous les amoureux de train. Parce qu'en Inde, c'est pas compliqué. Les deux monuments les plus photographiés, c'est un, le Taj Mahal, et deux, le fleuron des chemins de fer indiens, c'est la gare Victoria, la Victoria Station à Bombay. Et c'est beaucoup plus qu'une gare, regardez, c'est une sorte de cathédrale en fait. Il y en a de partout, il y a des dômes, des flèches, des vitraux, des gargouilles partout, des singes, des pans, des lions. C'est énorme comme monument. Aujourd'hui, officiellement, elle s'appelle plus Victoria Station, elle s'appelle, je vais essayer de vous le faire, Chhatrapati Shivaji Terminus. Mais bon, il y a encore plein de gens à Bombay qui l'appellent Victoria Station, c'est un petit peu son petit nom affectueux. Alors, ce qui peut se passer des fois, c'est que vous vous retrouvez à contre-flot. Il ne faut pas s'inquiéter parce que ça peut être physiquement un peu compliqué, mais ce n'est pas la preuve que vous êtes dans la mauvaise direction. Dans cette ville étouffante, perpétuellement encombrée, la ligne de vie, l'artère qui apporte l'oxygène, c'est le train. La seule façon de se déplacer rapidement. C'est aussi un moyen de transport peu coûteux. Bilan à Bombay, chaque jour, près de 7 millions de personnes montent dans un wagon. C'est la plus grande densité de passagers au monde. Et si vous prenez le train à Bombay, un petit conseil. La meilleure place, c'est à la porte, le nez à l'air. Il n'y a pas de clim dans les wagons, c'est donc là qu'il fait le plus frais. Alors, sur les centaines de milliers de gens qui passent en train là tous les jours, il n'y en a pas beaucoup qui pensent à ce qui se passe de l'autre côté du mur, ici. C'est un des endroits les plus incroyables de Bombay. C'est une sorte d'immense laverie à ciel ouvert. Il y a tous les jours des tonnes et des tonnes de linge qui arrivent de toute la ville pour être lavé ici. Et ça, faut que j'aille voir ça.
c'est quand même un lieu... c'est fou. Parce qu'on lave le linge exactement comme nos grands-mères, c'est-à-dire en le tapant sur une pierre, sauf que c'est version industrielle 19e siècle. Il y a, je crois, 700 pierres de lavage comme ça. Et ça lave toute la journée, de 4 h du matin jusqu'à minuit le soir, tout ça par 35 degrés, avec l'humidité, la vapeur. C'est un drôle d'endroit, hein. Et donc, vous avez les mains dans l'eau combien d'heures par jour? Pendant 5 à 6 heures. Et ça fait pas mal, là, à la jointure des doigts? Oh, quand j'ai vraiment mal, je mets des gants. Mais quand les mains sèchent, la douleur s'en va. Et vous l'avez avec quoi? C'est juste du savon? C'est du savon et des produits chimiques. Qu'est-ce qu'il y a comme produits chimiques? Il y en a plusieurs, mais surtout de la soude caustique. De la soude caustique? Oui, mais enfin, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On est obligé de travailler, même si ça attaque nos pieds aussi. Ah ouais, vous avez les pieds tout abîmés. Oh là là. Et votre père était déjà laveur ici? Ah oui, c'est un métier qui se transmet de père en fils. Et vous gagnez combien tous les mois? Ça dépend des mois et du travail qu'on me donne. Je gagne entre 1000 et 2000 roupies par mois. 1000 à 2000 roupies, ça fait entre 150 et 300 euros par mois. Bon. Ah, voilà le fiston. Bonjour. C'est toi qui as choisi de faire le repassage plus que le lavage? Oui, parce que je gagne plus qu'un laveur. Comme ça, je peux envoyer de l'argent à ma mère pour le mariage de ma sœur. Et c'est combien la dot de ta sœur en argent? Ça représente combien? Entre 200 et 300 000 roupies. 200 à 300 000 roupies? Alors que ton papa, lui, gagne entre 1000 et 2000 par mois. À nous deux, on gagne un peu moins de 6 000 roupies par mois. C'est incroyable, c'est très très lourd alors cette histoire de dot. Oui, mais c'est notre destin. Vous avez combien de filles à marier là? 5. 5 filles, et à chaque fois il faut une dot de 200 000 roupies? Oui, on ne peut pas marier sa fille avec moins de 200 000 roupies. Mais donc vous allez travailler toute votre vie pour marier vos 5 filles en fait? Ben oui, mais il faut aussi les nourrir, les habiller, payer leurs études. Je passe ma vie à travailler pour ça. Et elles sont où vos filles? Tous mes enfants sont restés au village avec leur mère, à part mon fils et une de mes filles qui est ici. Et voilà la 4e. Cette rencontre m'a beaucoup touché. L'impression d'être entré brutalement dans un univers à part, caché là, derrière la voie ferrée. Je pensais que cette ville serait juste un point de départ, mais c'est déjà un voyage en soi. Le lendemain, un train m'attend, je dois déjà partir. Voilà, donc je pars vers le sud. Là, je pense que ça va être un autre monde. Mais bon, j'ai 12 heures de train, ce qui en fait est bien, parce que ça me permet de digérer un petit peu tout ça, et puis de changer de planète dans ma tête. Bonjour. Namasté. Meraname Philippe E. Je me débrouille en hindi maintenant. Hello. Qu'est-ce que vous pensez de mon hindi? Si tu peux comprendre nos problèmes, c'est que tu es bon. Ah yes. Et alors, quels sont vos problèmes? Nous n'avons pas de problème. Nous les réglons dès qu'ils se présentent. Et quel est votre secret? Le secret, c'est que nous sommes nés avec des problèmes. Alors attendez, là je comprends plus. Donc c'est parce que vous êtes né avec des problèmes que vous n'en avez pas? On accepte les choses comme elles sont. C'est notre attitude dans la vie de tous les jours. On ne s'apitoie pas sur notre sort.
même si c'est quelque chose d'horrible qui vous arrive, d'épouvantable, de dur, vous êtes capable d'accepter comme ça facilement, avec le sourire? Oui, on fait face aux problèmes jour après jour dans la vie. On partage nos joies, on partage nos tristesses, on partage tout. Pourquoi voyez-vous tant de sourires dans les bidonvilles? Dites-le moi. C'est quoi l'explication? Parce que c'est une vraie interrogation. C'est parce que notre religion nous a appris à accepter les choses. Il n'y a pas de haine entre les riches et les pauvres. 43% de la population indienne vit sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, il n'y a pas de révolution. Notre culture est comme ça. Nous positivons. J'ai bien compris votre philosophie, mais à partir de quand est-ce qu'on arrête d'accepter et on se révolte vraiment parce que ça suffit? Peut-être que quand nous atteindrons un certain niveau social, nous le ferons. Pourtant, là, je viens de Bombay, où franchement, c'est un peu la bagarre. Hein. Il faut aller vite, il faut gagner de l'argent, il faut réussir, sinon on reste sur le côté. Je trouve que c'est pas tellement en phase avec ce côté j'accepte. On essaye de suivre le modèle occidental pour lequel on n'est pas préparé. Ni mentalement, ni physiquement. Mais moi, je me demande si vous, les Occidentaux, vous êtes heureux avec ce que vous avez, ou si vous courez après quelque chose. Nous ne courons pas si vite. Vous nous apprendrez à courir. Et si c'est une bonne chose ou pas, l'avenir le dira. Tiens, on va aller prendre l'air un peu. Ouf. On se dit qu'on va prendre un peu là, mais en fait il fait 40, donc on va brûler un petit peu. On voit qu'il fait chaud là parce que d'habitude les vendeurs, vous voyez, ils se répartissent tout le long du train, mais là ils attendent le client sous l'arbre à l'ombre. C'est chaud. Ça y est, ça part. En fait, mon voyage fera beaucoup plus que les 12 heures que j'imaginais. Car je décide d'aller directement jusqu'à Cochin, ou Kochi, au sud de l'Inde, dans le Kerala. J'ai toujours eu une petite tendresse pour les pêcheurs et je sais que là-bas, ils utilisent une technique ancestrale qui daterait du passage des Chinois dans la région. Et dès mon arrivée, je ne suis pas déçu. Je découvre une sorte de grosse machinerie, faite essentiellement de bois, qui permet de plonger et de ressortir de l'eau d'impressionnants filets. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous allez pêcher quoi? Des poissons d'argent, des poissons tigres. Ah, c'est les contrepoids, ça? Oui, on se sert de pierre pour le levier. Et vous êtes 6 à travailler sur un filet, c'est ça? Non, on est 7 pêcheurs. Toujours sur le même filet, toujours au même endroit. Et ça s'enfonce. Vous venez nous aider? Ok. Je suis pas super costaud, hein, faut pas non plus. Je sais pas si c'est parce que c'est les autres qui tirent, mais moi j'ai pas l'impression de tirer grand chose. Bon, ben voilà. Et c'est une bonne pêche, ça? 12 poissons, c'est quand même pas terrible. Avec un vieux sac en plastique. Et alors là, en une journée, vous allez attraper combien de poissons, là? Chaque pêcheur gagne en moyenne 50 roupies par jour, en saison sèche.
Alors que pendant la mousson, on peut gagner jusqu'à 3 ou 4 000 roupies. Ah, donc 50 roupies, ça fait même pas 1 euro par jour. Et 3000, ça fait 50 euros. OK. Ah ben, replonge déjà. En fait, ça va, ça n'arrête pas. Je me demande si c'est pas un peu répétitif au bout d'un moment. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous plongez le filet toutes les 5 minutes. Si on laisse le filet plus longtemps, qu'est-ce qui se passe? Avec le courant, le poisson ne va pas rester dans le filet. Mais alors, moi, j'ai une astuce pour attraper plus de poissons. Pourquoi vous mettez pas un bon gros appât au milieu du filet, genre, je sais pas, des petits asticots ou bien de la farine, des trucs qui attirent les poissons, non? Pourquoi vous faites pas ça? Mais non, il faut pas d'appât. Ça ne tiendrait pas dans le filet à cause du courant. Et si avec un petit fil, vous faites des faux petits poissons qui flottent comme ça avec des petites ailes et tout pour les attirer? Non. Mais si! Non. Qu'est-ce qui vous permet de garder ce sourire-là, même quand vous n'attrapez pas de poisson? Bah, la tristesse, ça n'a jamais aidé personne. Si aujourd'hui la pêche est mauvaise, demain, grâce à Dieu, bah, elle sera meilleure. Eh ben ça marche, hein, ça se voit. Je vous souhaite beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons brillants, d'argent. Good luck. C'était super. Maintenant, c'est sûr, j'ai un vrai coup de cœur pour le Kerala. Il règne ici une atmosphère extrêmement paisible. C'est le sud, une Inde différente. J'ai envie d'aller explorer un peu Cochin, car je me souviens bien que sur la carte accrochée dans la salle de classe de mes cours d'histoire géo, Vasco de Gama et le commerce des épices passaient par ici. Je voudrais bien savoir ce qu'il reste de tout ça. Et celle-là, elle pique? Oui, c'est épicé. Très épicé? C'est au piment, goûtez. Goûter un peu les spécialités du pays. C'est pas fort. C'est bon? Very good, yes, but not strong. Ou alors je suis resté trop longtemps en Inde et j'ai la langue qui sent même plus le spicy. Mais non, c'est pas si fort. Malayalam namaste. À Cochin, il y a une très ancienne petite communauté juive avec son quartier. C'est là aujourd'hui encore qu'est rassemblée toute une myriade de petites entreprises consacrées aux épices. Ça sent le gingembre, c'est beau. Ça sent le poivre ici. Y a quelqu'un? Hello? Namasté? Oh là là, mais c'est dingue ce que ça sent le poivre, ça pique. Ça pique au fond de la gorge, là, tellement ça sent le poivre. Ah, c'est rigolo. Y a quelqu'un? Oui. J'ai entendu un tout petit oui là-bas. Je peux entrer? Ah, c'est dingue, et ça, je suis sûr que c'est des tonnes de poivre. Ah, bah, ça coule direct sur le sol. Elle avait pied dans le poivre. Ça, c'est le poivre d'origine, ça. Oui, voilà le poivre tel qu'il arrive ici. On enlève toutes les saletés, puis on isole les grains de bonne qualité. Et puis enfin, on les trie par taille. J'imaginais pas que le poivre était tamisé comme ça. Ça pique. Ça picote, hein? Et ça fait pas mal aux pieds de marcher dans le poivre comme ça, pieds nus toute la journée? Non, non, les pieds, ça va. Par contre, on a mal à la gorge. Et des fois, on a même de l'asthme. Oh bah dis donc. Et alors, vous devez tamiser tout ça? Oui, en une journée, on trie 90 sacs de poivre. Mais c'est faisable, on y arrive. Et vous savez, moi, ce que j'admire chez vous, c'est que là, il fait quand même juste, pas 40, mais 43 degrés. Vous êtes là dans le poivre toute la journée et vous êtes rayonnante, vous êtes fraîche, vous êtes impeccable. Je sais pas comment vous faites.
On n'est pas de la même famille, mais quand on est ensemble pour travailler, c'est comme une vraie famille. En fait, le secret pour garder le sourire au travail, c'est l'amour et l'amitié. Ah, vous êtes formidables. Et ça fait combien de temps que vous travaillez toutes les trois ensemble? Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. À l'époque, je gagnais moins d'1 roupie par jour. Et je mettrai plus jamais de poivre chez moi une seule fois dans ma salade sans penser à vous. Ok? Namasté? Namaskar. À chaque fois, je suis fasciné par cette capacité étonnante d'accepter les choses dans la joie, même quand elles sont difficiles. Je me rends compte que voyager en Inde, c'est en apprendre beaucoup sur la vie. J'ai pris rendez-vous avec un gourou, le gourou Naren. Ici, le mot gourou n'a pas de connotation péjorative. Naren est un maître, le maître d'une discipline très ancienne dans la région, le Kalaripayat. Bonjour. Namasté. Vous êtes Naren? Oui, je suis Naren. Enlevez vos chaussures. Mais c'est un temple alors? Oui, oui. Ça, c'est l'esprit du Kalaripayat. C'est un art martial du Kerala qui se transmet par la parole depuis 4000 ans. Mais quel dieu prie-t-il? Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. C'est une sorte de religion ou une sorte de sport? C'est en partie une religion, mais c'est surtout un mode de vie pour les habitants du Kerala. C'est une sorte de yoga acrobatique inspiré des mouvements de 8 animaux. Le premier niveau est l'éléphant, qui représente la force. Regardez. Vous voulez essayer? On fait l'éléphant? Écartez vos jambes, comme ça, doucement. Mettez vos mains comme ceci, avec les coudes bien droits. Attention à vos coudes. Après, vous descendez en vous penchant et en redressant les poings, comme ça. Penchez-vous avec les coudes au niveau des genoux. Ici. Quand je fais l'éléphant naturellement, il y a besoin de tout ça. Votre tête. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Maintenant, ça va. Ça, c'est l'éléphant, ça? Oui, c'est la posture de l'éléphant. Ah non, c'est impossible, ça je ne peux pas. Non, faut que je commence à un niveau plus bas. Vous pouvez y arriver. J'aime bien ce qu'il fait des réfos, c'est comme ça. Tac, 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 tac. J'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Ok. C'est impressionnant. Mais est-ce que c'est une, entre guillemets, danse chorégraphiée? Ou est-ce que c'est vraiment un moyen de se défendre? Si je vous attaque avec une massue n'importe comment, pas de façon chorégraphiée, vous pourrez résister? Venez. Tenez. Je peux toucher ça? Prenez ça. J'ai jamais essayé d'attaquer quelqu'un avec un couteau, mais je voudrais savoir si vous pouvez parer à tous les coups, vraiment. Si j'appuie là... Ah! Aïe! Il m'a tapé le pouce. Gone. Bon, bah, c'est bon, je suis battu.
Ah non, c'est pas du jeu. Je suis désolé. C'est pas du jeu. Bon, bah, on va arrêter là, j'ai perdu. Tiens. J'ai mal en plus. Allez, on continue l'entraînement. C'est du métal. C'est effrayant. En plus, c'est en métal légèrement rouillé. Ça, vous avez un petit tétanos si jamais vous êtes blessé. It's very dangerous. Oui, c'est très dangereux. Il n'y a pas que de la performance physique, il y a un truc intérieur. Et moi, quand je vais repartir, je vais retrouver mon monde occidental. S'il y avait une chose à retenir et que je devrais essayer d'appliquer tous les jours de ce way of life, comme vous dites, de ce mode de vie, ce serait quoi? L'effort amène le succès. Alors, je vous en souhaite beaucoup. Thank you very much. Vous êtes un grand gourou. Ça va, vous n'avez pas de place, vous? C'est les vacances. Il y a beaucoup de monde. Alors là, c'est quand même pas de place, 40 degrés. Elle a l'air cool. Si vous enviez les classes supérieures, ça génère de la jalousie. Mais ce n'est pas le cas, et nous sommes heureux même en troisième classe. Je descends toujours plus au sud, en direction de la ville d'Alépé. C'est le pays des backwaters, l'un des endroits les plus magiques de l'Inde du Sud. C'est un labyrinthe de près de 2000 km de canaux, de rivières, de lacs, certains créés par l'homme, d'autres par la nature, et tous alimentés par les rivières descendues des montagnes toutes proches. On s'y déplace en bateau, en longeant des petits hameaux construits sur d'étroites bandes de terre. L'atmosphère est encore différente, encore plus paisible, unique. Alors là, c'est dingue, il y a des bateaux vides. On a l'impression qu'il y a des personnes, mais en fait, il y a des têtes d'hommes, regardez là-bas, qui remontent et qui redescendent à côté comme des flotteurs. C'est incroyable, ce truc-là. Ah, mais partout, en fait, près de chaque bateau, il y a une tête d'homme qui monte et qui descend. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, ça, c'est quand même curieux. Alors ça, on va aller voir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On pêche. Et qu'est-ce que c'est cette espèce de corde avec des herbes pendues au bout là? L'un d'entre nous utilise cette corde attachée au bateau pour faire peur aux poissons. Du coup, il se cache dans la vase. Les autres pêcheurs n'ont plus qu'à plonger et à les attraper. Ah, dis donc, c'est dingue. Donc en fait, vous poussez le poisson avec cette corde qui effraie les poissons et vous l'attrapez devant, c'est ça? Et vous restez combien de temps dans l'eau comme ça? Entre 2 et 3 heures. Allez, mets-toi à l'eau, viens pêcher avec nous.
vite un peu. Allez, viens, tu ne risques rien. Et bon. Il me donne le bateau. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est pour avancer, ça? Donc ça évite de nager. Oui, parce qu'il faut avancer tout en tirant la corde qui est très lourde. Ah oui, vous êtes en train de tirer la corde qui fait peur aux poissons. D'accord. Alors attendez, parce que la corde là, elle part jusqu'où? Elle fait un demi-cercle jusqu'au bateau là-bas. Ah ouais. C'est une sacrée technique ça, hein? Et alors c'est crevant parce qu'il faut nager tout le temps. J'aime beaucoup votre petit chapeau là, il est magnifique. Ah, ok. Super sympa, c'est bien, ça me va bien. Beautiful. Donc vous, votre boulot, vous faites toujours ça, vous êtes toujours celui qui tire la corde qui fait peur aux poissons. Oui, je fais toujours ça, moi. Je voudrais bien aller voir ceux qui pêchent, c'est lequel? Va là-bas. Mais redonne-moi le chapeau parce que tu vas devoir plonger. Tiens, je vais voir le collègue. Ça va, monsieur? Ah bah voilà. Bah où est-ce qu'il est? Bon. Ah mais il est là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je plonge pour voir s'il y a des poissons. Vous regardez sous l'eau, mais vous les attrapez comment? Je les attrape à la main. Vous attrapez les poissons avec la main? C'est impossible. Viens avec moi. On va plonger ensemble. Ok, on essaie. Là, on voit rien du tout. C'est-à-dire que du jaune avec des petits points en suspension, rien. Je sais pas comment il attrape des poissons là-dedans. Mais comment vous faites pour voir le poisson? Si on plonge juste devant le poisson, on peut l'attraper. Donc il faut avoir la chance d'être juste devant le poisson et la capacité de l'attraper avec la main. C'est impossible d'avoir une conversation de plus de 3 secondes. En fait, le plus dur à attraper, c'est pas les poissons, c'est les pêcheurs. Tu peux me montrer le poisson? Mais c'est épuisant votre boulot. C'est crevant. Et vous n'êtes pas fatigué? Ah oui, c'est très difficile. Et en plus, on ne voit rien. Moi, j'y suis depuis 20 minutes, je suis crevé. Regardez, c'est top quand même comme ça. Et vous travaillez tout le temps ensemble? Vous êtes une bande d'amis? Ouais, nous sommes du même village. Et qui est-ce qui a mis au point cette technique de pêche là? C'est une technique très ancienne que pratiquaient déjà nos ancêtres. Ah ouais? Et vos enfants, ils feront ça aussi? Nous sommes la dernière génération à pratiquer cette pêche. On ne veut plus que nos enfants fassent ça. Même eux n'en ont plus envie. C'est troublant ce que vous dites. C'est la fin de quelque chose et en même temps c'est bien. Mais écoutez, j'ai été très heureux de passer ce petit moment avec vous. Et ça fait que c'est quand même la première fois de ma vie que je discute avec des gens installés dans l'eau avec un parapluie sous le soleil. C'est génial, c'est super. Merci. Merci les gars. Merci. Et bon courage, parce que vous êtes courageux quand même. À peine sec, j'ai repris le train. En Inde, c'est très facile, il y a 11 000 départs chaque jour. C'est un des réseaux les plus vastes du monde. Il fait toujours très chaud, l'atmosphère est à la langueur, voire à la sieste. Je n'ai pas vraiment de destination, mais comme j'ai le temps, je vais me livrer à mon jeu préféré. Compter sur une rencontre pour avoir un but. Trouver un passager qui va me donner envie de découvrir quelque chose d'inattendu. Ça ne marche pas à tous les coups, il faut du temps, mais surtout apprendre à accepter ce qui vient, toutes oreilles ouvertes.
C'est Mehi. Da. Non, Mirage. Mirage. Behi. Mehi. Philippe. Das. 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 Et vous allez où, Das? Where are you going to? Je vais au Puram. Puram. Qu'est-ce que c'est ça, Puram? C'est une grande cérémonie. Ça a lieu une fois par an. Dans un temple très connu, à Trishur. À Trishur? Il y a plein d'éléphants. Là-bas, ils font des parures qui vont être portées par les éléphants. Et nous voulons absolument voir ça. Pourquoi est-ce que vous voulez voir ça absolument? Simplement, ça nous intéresse, parce que ça nous plaît de voir ça. Il y a une compétition. Mais qu'est-ce que c'est la compétition? Je comprends pas. Celui qui fabrique la plus belle ombrelle remporte le prix. Ah ben ça m'intéresse ça. Eh bien, venez, descendez à Trishur et je vous montrerai où sont exposés les ornements. Mais c'est seulement aujourd'hui. Demain, vous n'aurez aucune chance. Ah ben ok, je suis. Il faut y aller dès qu'on descend du train. Sinon, après 15 heures, il y aura trop de monde et on ne pourra plus bouger. Ok, c'est génial. Mais ça c'est le train ça. Paf, paf, une rencontre, on découvre un truc. Je vous suis. Vous faites 1 heure de train, vous avez 15 minutes. Me voilà donc à Thrissur. C'est la capitale culturelle du Kerala. Célèbre pour ses écoles d'art, académies de musique, de danse et surtout pour ses fêtes. Il y a une effervescence dans cette ville, il y a un truc qui va se passer. Ça se sent. Ça se prépare. Qu'est-ce que c'est? C'est des parapluies, des ombrelles? Oui, c'est des ombrelles. Et tout ça, c'est ce que porteront les éléphants autour du cou demain. Et vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de monde à ce spectacle? Oui, énormément. Combien? Plus de 100 000 personnes. Plus que 100 000. C'est magnifique ça. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est sublime ça. Ce sont les ornements que les éléphants vont porter sur le front. Et qu'est-ce que c'est ces espèces de petits plumeaux là? Ça s'appelle Venchamaram. Ce sont des chasse-mouches en poil de yak. Et si vous me demandez ce que c'est que ça, ce sont des plumes de paon. Ah, c'est vrai. C'est des plumes de paon. En fait, le public est déjà nombreux rien que pour photographier les éléphants qui paraderont demain. Ici, les plus beaux éléphants sont de véritables stars. J'ose pas passer derrière parce que je sais pas si ça rue un éléphant. En revanche, ça lève la queue. Et je pensais que c'était un tout petit bout la queue de l'éléphant, mais en fait c'est... Alors il a des tout petits poils isolés qui picotent. Ah, il est sensible, il est chatouilleux. Ah, clair. Hein?
Alors là, c'est le grand jour, il est 7h30 du matin. Et là, on bichonne son éléphant, qui a l'air d'aimer ça. Hein. Il fait des petits frouch avec sa trompe de plaisir. Et vous brossez très longtemps, ça fait 20 minutes que vous êtes sur la même patte, là. Ça prend entre 3 à 4 heures. 4 heures pour brosser votre éléphant. Il a l'air d'aimer ça, hein? Oui, il aime beaucoup ça. Ah oui, mais c'est précis, parce que vous allez exactement entre les ongles. C'est soigneux. Oui, c'est pour éviter les maladies. Et où est-ce qu'elles se mettent, les maladies, si on nettoie pas? Ici, ici et ici. Et tous les jours, vous le nettoyez comme ça? Normalement, on doit le laver tous les jours comme ça. Mais on n'a pas toujours le temps. C'est tout mignon, il le gratte jusqu'au moindre détail. J'aime bien ça. On lave partout où il y a de la saleté et qu'on peut atteindre avec la main. Oh. Et la langue à ce moment-là, vous lui lavez la langue? C'est marrant, ça a l'air apaisant de gratouiller son éléphant. Le matin, avant de partir, ça apaise. Bon, faut une grande salle de bain. Hop. C'est impressionnant ces bêtes-là quand même. Bonjour, vous êtes le mahout? Ça fait combien de temps que vous vivez avec cet éléphant? Ça fait 15 ans. 15 ans. Comment il s'appelle? Paremakoron Areran. Moi, je m'y connais plus en vache qu'en éléphant. Donc, en quoi il est beau? Regardez comme ses oreilles sont belles. Ses défenses aussi. Et il a une très belle trompe. Alors, je vais vous dire, je regarde son oreille, mais franchement, j'ai du mal à apprécier la beauté d'une oreille comme ça. En quoi elle est belle? En quoi elle est belle, cette oreille d'éléphant? Ah, elles sont très grandes. Ah, d'accord. Il a un très beau front aussi. Et qu'est-ce qu'il a, ce front? Il est beau parce qu'il y a un trou au milieu, c'est ça qui est bien? En fait, il s'harmonise bien avec la forme des oreilles lorsque l'éléphant baisse la tête. Et regardez sa trompe, comme elle est longue et souple. Parce qu'il y a des éléphants qui ont la trompe raide? Oui, oui, dans certaines régions. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un bâton derrière l'oreille? Ça, c'est pour qu'il ne bouge pas d'ici. Je comprends pas. Pourquoi un petit bâton posé derrière l'oreille, ça l'empêche de bouger? Oui, si on enlève le bâton, il va s'en aller et manger tout ce qu'il trouve. Ah, parce qu'il est dressé pour ça. S'il a un bâton derrière l'oreille, ça veut dire je bouge pas. Non, non. Et si vous partez toute la journée, vous le laissez tout seul avec le bâton derrière l'oreille, il va pas bouger. Non, il ne bougera pas d'ici. Ah, c'est un peu le frein à main de l'éléphant. Bon, il y a aussi quelques chaînes. On n'est jamais trop prudent. Les éléphants sont aussi soigneusement sélectionnés pour leur aptitude au calme face à la foule. Il y a eu de sérieux accidents dans le passé. Un petit peu de bousculade, ça commence. Et à mon avis, ça va empirer. Cet événement, le Puram de Thrissur, est à la fois culturel et religieux. Plusieurs temples participent et chacun a ses éléphants. Ce sont des fidèles qui ont financé les ornements souvent plaqués à l'or. C'est un jour important où la divinité de chaque temple va être l'objet d'une vénération toute particulière. Les gens qui s'énervent devant des éléphants, qui restent calmes. Si l'éléphant s'énerve, il y a 500 morts. Nous sommes en fin de matinée. La foule est de plus en plus nombreuse. La musique démarre.
et une ambiance très particulière se met en place. C'est un mélange d'admiration, de ferveur et de joie. Alors, voyez, ça c'est le moment culte. C'est le moment où sort la divinité. Vous voyez, elle ne sort du temple qu'une fois par an. Et elle est placée sur la tête du plus bel éléphant. C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Et il y a 5 prêtres sur le dos de l'éléphant. Il y a 150 musiciens. La foule est particulièrement encadrée. Il fait une chaleur de bête, près de 42 degrés à l'ombre. Un Puram, normalement, c'est la fête du temple. Mais celui de Thrissur, c'est le Puram de tous les Purams. Toutes les télévisions sont là. La divinité progresse, lentement, très lentement. Elle offre sa bénédiction à des fidèles dont la ferveur est de plus en plus intense. Alors, vous allez me dire pourquoi des plumes de paon, pourquoi des ombrelles et pourquoi du poil de yak. Un roi, autrefois, quand il se déplaçait sur son éléphant, bien, il fallait le protéger du soleil avec une ombrelle, il fallait l'éventer avec des plumes de paon et il fallait chasser les mouches avec du poil de yak. Donc quand on sort une divinité, la moindre des choses, c'est qu'on la traite comme un roi. Ce grand rendez-vous est aussi une sorte d'affrontement amical entre deux temples principaux. C'est à celui qui aura le plus bel équipage. C'est un mélange de rites religieux et de compétition esthétique. Un monde de fous, il y a des gens sur les toits, il y a des gens partout sur les arbres. Et là, ils sont tous agglutinés. Je sais pas combien il y a de personnes. 200 000, 300 000, 400 000, j'en sais rien. Parce que c'est l'endroit ici où les deux équipes vont se rencontrer. Chaque groupe d'éléphants vient d'un temple différent et ils vont arriver face à face ici. Et c'est parti pour la compétition. À chaque levée d'ombrelle, la foule est en liesse. Celui qui affichera les plus belles ombrelles et les plus beaux éléphants aura les faveurs du public. Et cela va durer pendant de longues, longues heures. En fait, la sensation la plus forte vient surtout de cette immense communion. C'est un moment très intense, puissant. J'aurais beaucoup appris de ce voyage. J'ai l'impression qu'en Inde,
ce sens du partage, de l'échange, de la proximité constante avec le groupe, les amis, la famille, est une force. C'est peut-être là le secret des Indiens. Ce lien fort avec les autres qui permet sans doute de mieux accepter la vie, même quand elle est plus dure. J'aimerais avoir encore du temps. Je ne vais pas reprendre le train tout de suite. Ce pays est immense et je le sens maintenant, j'en suis certain. L'Inde, petit à petit, lentement, peut vous faire voir l'autre différemment et vous emmener sur des routes que vous n'aviez pas encore imaginées.